Parmi vous peut-être y a-t-il quelqu'un qui saurait m'expliquer cette espèce de talon d'Achille dans la loi de la gravité. Ce paradoxe, cette exception au principe de l'attraction, qui saurait me dire comment font les mouches pour chier au plafond. Lorsque l'on a cherché des raisons aux résultats inattendus et incompréhensibles des classes uniques, on s'en est tenu à ce qui pouvait rentrer dans les représentations habituelles de l'école. On a évoqué le petit nombre qui permettait une plus grande attention à chacun. Ce n'est pas faux, sauf que certaines de ces classes pouvaient fonctionner sans problème avec des effectifs pouvant aller jusqu'à la trentaine. Sauf que l'attention du maître y est aussi mathématiquement partagée par le nombre de niveaux si l'on s'en tient à la logique scolaire habituelle. On a évoqué l'ambiance conviviale, voire familiale. Ce n'est pas faux puisque l'on sait maintenant que l'enclenchement des apprentissages requiert que chacun soit dans un état affectif sécure et ne peut s'effectuer durablement sous le stress. Mais alors, on aurait dû se demander pourquoi cette ambiance enfin perçue comme nécessaire ne pouvait se constituer ailleurs. On a évoqué l'entraide entre petits et grands. Ce n'est pas faux, quoiqu'on imagine alors cela comme dans l'enseignement mutuel où ceux qui avaient appris à lire avec le maître l'apprenaient alors aux autres. Ils suppléaient en quelque sorte le maître en démultipliant au fur et à mesure les appreneurs, ce qui n'est pas tout à fait ce qui se passe dans une classe unique. On a évoqué en même temps des inconvénients qui auraient dû annihiler ces avantages. La présence continue du maître, ce qui n'est pas faux, mais dans la logique de la distribution des savoirs dépendant du pouvoir du maître. Si l'on a affaire à un mauvais distributeur, il faut effectivement le supporter plusieurs années. Le peu de renouvellement du groupe pendant plusieurs années réduisant la variété des interrelations. L'argument ne tient pas, puisque dans l'école urbaine, si le groupe d'enfants d'une classe se déplace chaque année dans une autre classe, il se renouvelle encore moins. Le petit nombre d'enfants du même âge réduisant l'émulation. C'est vrai quand on recherche le moteur des apprentissages dans la compétition, en oubliant que ladite compétition ne favorise que les compétiteurs performants dans ce qu'on leur demande. Ce qui motive les apprentissages se trouve bien ailleurs. L'isolement de ces classes que l'on pense couper du monde. C'est justement cet isolement géographique et sa conscience qui a provoqué, à l'inverse, leur ouverture. Il faut savoir que c'est dans les classes uniques que l'introduction des technologies nouvelles de communication s'est réalisée dès le début sans problème. Je vous raconterai un jour cette histoire. La pauvreté culturelle de l'environnement. Certes, si l'on réduit la culture aux visites de musées, leur accès est plus difficile quand la classe unique se trouve perdue au fond des campagnes. Mais la culture et son accès, c'est quand même bien autre chose. D'autre part, tous les environnements sont d'une richesse infinie quand on y a accès, quand on peut y interagir. La pauvreté est moins dans ce que l'on ne possède pas que dans ce qu'on ne peut pas faire. J'ai toujours été amusé quand on me disait que nos enfants ne bénéficiaient pas d'un gymnase et de ses installations, et que l'on ne voyait pas qu'ils disposaient des 1000 agrès qui les entouraient dans les chemins, les prés, les bois, les rivières à leur disposition, ainsi qu'à la disposition de la classe. Et on dit même qu'élever des enfants dans le cocon douillet d'une classe unique ne les prépare pas aux dures réalités qui les attendent. L'argument, souvent répété, est quelque peu surprenant. Si la réalité qui attend les enfants est effectivement peu réjouissante, déjà dès le collège, il devrait apparaître au contraire nécessaire de leur donner les conditions pour qu'ils se construisent le plus solidement possible. Tous les jardiniers le savent, quand ils peaufinent leur semis de salade pour un futur repiquage où les plants devront affronter des sols moins favorables et les rigueurs climatiques. Cela remet-il Newton en cause, ou n'est-ce qu'une question de pression, d'inclinaison, d'angle de force qui m'en donnera l'explication?
Malheureux les simples d'esprit, auxquels on laisse croire des conneries. Aussi rendons ici tout de suite aux sciences l'hommage qu'elles méritent. Les classes uniques posent surtout un problème quant à l'interprétation de ce qui n'est qu'un fait, mais qui ne rentre pas dans le cadre de l'approche analytique dont nous sommes imprégnés depuis le rationalisme de Descartes ou Newton et même du positivisme d'Auguste Comte. La raison a une puissance normative, elle régit l'expérience, elle aboutit aussi à des certitudes. Et l'on bâtit sur ces certitudes. Il faut bien reconnaître que le rationalisme et le positivisme ont été très féconds pendant 2 ou 3 siècles, dans la science comme dans l'organisation sociale. Le taylorisme, qui en est issu, a bien permis la production de masse, et même pendant un certain temps, l'accès de la masse à cette production avec le fordisme. On ne peut nier au taylorisme scolaire d'avoir permis à un grand nombre d'avoir par exemple accédé à l'écrit. Mais que ce soit dans la science ou dans la société, le rationalisme buta à partir du XIXe siècle sur des impasses. Une théorie qui devient une façon de penser n'est valable que tant qu'un fait ne vient pas la démentir, la troubler. Les vrais scientifiques se sont laissés troubler. Et une nouvelle pensée, ce qu'on appelle un nouveau paradigme, en est née. Une nouvelle approche que l'on peut résumer sous le terme de systémique. De nouvelles notions en sont nées qui permettent de lire le monde différemment, de le comprendre autrement. Ceci dans toutes les sciences. De l'évolutionnisme de Darwin à l'autopoïèse du neurobiologiste Varela, qui découvre dans ses travaux que la caractéristique d'un être vivant, c'est de s'auto-créer. Ce qui, au passage, va encore faire hurler plus fort tous les créationnistes. Ce que l'on peut appeler une révolution épistémologique, c'est-à-dire une révolution de la pensée, de la façon de penser, de voir le monde, s'avère aussi féconde que le rationalisme qui l'a précédé. L'écologie, par exemple, n'aurait pas été concevable avant. Mais cette révolution de la pensée scientifique, cette approche systémique n'a pas encore eu lieu dans la pensée sociale. Nous sommes encore enfermés dans le rationalisme. Et nous sommes dans toutes les impasses sociétales, dont celle de l'école. La classe unique, pour revenir à elle, n'est que le fait troublant qui obstinément ne correspond pas à notre pensée habituelle, pire, qui dément la validité de cette pensée, donc de notre raison. Je sais bien que l'État poursuit leur éradication avec la bénédiction de l'immense majorité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit inconsciemment de faire disparaître un petit fait qui remet en cause tout ce que l'on prend pour acquis. Tout un système devenu aussi compliqué qu'une centrale nucléaire et nécessitant par sa taille une énergie toujours plus grande pour tenter de le contrôler et le maintenir opérationnel. Ce d'autant que dans le système, chacun a une position qu'il ne tient pas à changer. Alors, dans la prochaine chronique, pour comprendre la nécessité du multi-âge, je vous inviterai à changer de paradigme. Et quand expert et technicien, formel d'une seule voix, assure qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien. À tous les coups ça craint, c'est sûr.